Bonsoir, bienvenue dans le manifeste mondial de l'Anthropocène. On va commencer par un message qu'on essaye de dire à chaque entrée de nouvelles sessions. Le message est le suivant. Nous sommes entrés dans l'Anthropocène, nous sommes anthropocènes. Nous sommes la communauté terrestre, nous vivons ensemble le dérèglement climatique, l'acidification des océans, l'élévation des mers, l'extinction des espèces, les pandémies, les famines, la pollution des sols, les incendies, les migrations, les inondations, les sécheresses, l'urbanisation généralisée, les inégalités sociales, la liste est longue. Nous ne maîtrisons plus nos effets, tout change autour de nous. Et qu'on le veuille ou non, nous explorons nos propres vies et nos environnements. Depuis nos environnements proches, nos quotidiens, nos vies, qu'avons-nous envie d'exprimer? Qu'est-ce qui heurte notre conscience morale et notre sentiment de justice? Qu'est-ce qui nous met en colère ou en joie? Et quelles sont nos idées et nos intentions pour changer la donne? Nous sentons-nous terriens? Prenons la parole, donnons la parole et engageons le dialogue. Voilà, c'est comme ça qu'on ouvre cette session numéro 9, par un message, un manifeste, et une session numéro 9 qui veut mettre en avant différents territoires. On continue cette balade autour du monde, qui nous emmène cette fois au Maroc, en Pologne, en Suède, en Espagne, en Slovénie, en Suisse, en Norvège, au Nigeria, en Slovaquie, à Monaco, en Tunisie, en Serbie, au Monténégro et aux Pays-Bas. La liste est longue. Elle vient s'ajouter aux pays qu'on a eu la chance de visiter, sur lesquels on a mis en discussion différentes personnes. Le déroulé est le même. On va commencer par diffuser quelques vidéos qui nous ont été envoyées dans le cadre du manifeste. Et puis ensuite, on aura un échange avec les participants qui représentent les pays que je viens de mentionner. Et puis une ouverture du dialogue un petit peu plus large aussi, avec des gens qui vont nous rejoindre au fur et à mesure de la discussion. Donc sans plus attendre, les vidéos. Alors, il semblerait qu'on ait un petit souci avec les vidéos, donc on va passer directement à notre table ronde. J'espère que tout le monde est prêt. Et puis on verra si on arrive à mettre les vidéos un petit peu plus tard. Donc nos interlocuteurs du soir, ils nous viennent de différents pays. D'abord, on a Ilyas Moussani, qui nous vient du Maroc. Andrés Walliser, d'Espagne. Bonsoir Andrés, je suis content de te retrouver ici après quelques années. Yanes Maros, vous venez de Slovénie. Bonsoir Yanes. Henning Kluman de Norvège. On a Robert Pica aussi en Pologne. Et du coup, peut-être plus tard, Dominique Bourg qui nous rejoindra de Suisse. Voilà, avec moi aussi autour de la table, je ne suis pas tout seul. Heureusement, bon, on est nombreux aussi en régie. Mais Adriane et Loretz, voilà, qui vont nous accompagner pour cette session, qui coordonnent et qui participeront aussi au dialogue. Et puis, on a la chance d'avoir une illustration en direct de tous les messages. Écoutez, moi, je pensais commencer par les vidéos et par certaines. Du coup, pour faire le lien avec les vidéos, Robert Pica, vous en avez réalisé une. Vous l'avez envoyée. On n'a pas eu la chance de la voir encore, mais peut-être que vous pouvez nous l'introduire pour commencer. Oui, tout à fait. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Donc, dans ma vidéo, j'abordais le sujet de périurbanisation, donc d'urbanisation horizontale, puisque j'ai l'impression que c'est un des problèmes, non seulement en Pologne, mais également partout en Europe. Donc, dans la vidéo, je mentionne que depuis 2000, l'année 2000, en fait, presque 1,3 million d'hectares de sol en Europe ont été transformés en terrains urbains, dont la majorité, c'était initialement des terrains agricoles. Donc, c'est quand même étonnant et inquiétant que dans les contextes de déficit démocratique en Europe, notamment en Europe de l'Est, on continue toujours à se diffuser, en fait, à disperser et à absorber des terrains naturels et agricoles. Donc, voilà, je ne vais pas peut-être développer plus, si vous voulez, je peux le faire. Mais c'est avant tout d'appeler à travailler sur la conscience des gens, des citadins notamment, surtout dans ces villes qui ne sont pas encore aussi denses, notamment des villes polonaises qui sont beaucoup moins denses que les villes européennes, où les habitants ont l'impression que l'espace est une ressource illimitée.
Mais c'est aussi un appel à des dirigeants des villes, à des maires, aussi à leur conscience, pour qu'ils adoptent une perspective plus large. Parce que souvent, ils sont tirés par des profits potentiels des impôts payés par des nouveaux habitants, mais souvent, on ne rendent pas compte que finalement, ces profits réalisés avec des impôts de nouveaux habitants vont disparaître en, en raison de la pression de nouvelles populations sur le développement de l'infrastructure, et notamment de transport et des services d'éducation de santé qui vont venir après. Voilà, donc mon appel concernait cette urbanisation horizontale, l'étalement urbain qui est très très inquiétant, notamment dans le pays de l'Europe centrale orientale où on n'est pas encore arrivé à maîtriser, à contrôler ces phénomènes. Ben, je me réjouis qu'on puisse non seulement continuer à en parler, mais aussi découvrir votre vidéo, puisqu'on a solutionné le problème. Donc vous l'avez très bien introduit. Et ben, on parlera, je pense, de ça dans la discussion qui fera suite. Vous êtes beaucoup d'architectes pour cette session. Donc je pense que les thèmes de la ville, le thème de l'urbain, en tout cas, sera présent dans la discussion. Mais du coup, sans attendre, on peut réellement envoyer les vidéos cette fois. Et on se réjouit de notamment découvrir la vôtre, Monsieur Pika. Merci. Bonjour, je m'appelle Saïda Benzaher, je suis de Casa, Maroc. Je suis une enseignante à la retraite et je suis la secrétaire régionale de l'association Eau et Énergie. C'est une association environnementale. Donc, en tant que personne active dans le domaine environnemental, nous devons être conscients que notre globe terrestre appelé planète bleue n'est pas notre héritage, mais c'est un trésor qui appartient à toutes les générations, que ce soit actuelles ou futures. Cette planète bleue constituée de l'eau, l'air, la terre, mer, sol, forêt, biodiversité, faune, flore, sources naturelles, énergie, est en train de s'étouffer par nos gestes quotidiens et irresponsables. Donc nous constatons que les pluies, les températures irrégulières, les fontes de neige, les inondations, les sécheresses sont dues au changement climatique. Ce n'est autre que le résultat de nos activités humaines. Donc, si on considère que la période du confinement à cause du Covid-19 nous doit servir de leçon pour comprendre que notre planète Terre n'a pas besoin de nous, car elle a continué à vivre, continué à respirer et même bien vivre et bien respirer sans nous. Donc, il faut, cette terre, elle n'a pas besoin de nous, donc c'est à nous qui ont besoin d'elle. Alors prenons soin d'elle de cette planète bleue en réduisant nos empreintes écologiques. Notre terre, c'est comme une mère qui peut avoir donné la vie à plusieurs enfants, mais un enfant ne peut pas avoir plusieurs mères. L'étalement urbain et la suburbanisation présentent un défi majeur de l'urbanisation au XXIe siècle. Même si en termes généraux, la population des villes européennes est en baisse, la population des terrains périurbains et leur périmètre territorial ne cessent de s'étendre. Nous sommes donc moins nombreux, occupant un espace de plus en plus important. D'après les études ESPON, entre 2000 et 2018, 1,3 million d'hectares de sol en Europe ont été transformés en terrains urbains, dont presque 80% représentaient initialement des terrains agricoles. La situation est très inquiétante dans le pays de l'Est de l'Union européenne. En Pologne, d'où je viens, depuis l'adhésion à l'Union européenne, la dynamique d'urbanisation horizontale a triplé. Même si les villes polonaises sont moins denses que les villes européennes et perdent leur population plus rapidement, la dynamique de suburbanisation est 2 fois plus importante en Pologne par rapport à la moyenne européenne. C'est comme si, prenant l'exemple d'un ménage, les parents, au moment du départ des enfants, se décidaient d'agrandir, élargir leur maison au détriment du jardin. C'est illogique sur le plan économique, mais aussi sur le plan écologique. Il faut quand même mentionner aussi que 40% des villes européennes qui notent une croissance démographique échouent en termes d'augmentation d'efficacité d'utilisation des sols. Les conséquences négatives d'étalement urbain incontrôlé sont multiples.
Sur le plan écologique, il faut bien évidemment mentionner la réduction des terrains naturels et agricoles à proximité des villes, qui sont extrêmement précieuses, sans oublier l'émission de CO2 générée par la mobilité entre le centre urbain et le périphérie. Sur le plan économique, c'est bien évidemment le coût de maintien de l'infrastructure et la construction de nouveaux équipements sur les terrains périurbains. Au niveau social, ce processus peut également contribuer à la ségrégation socio-spatiale plus importante et l'émergence des quartiers et de résidences fermées, dites gated communities. On ne devrait pas oublier que les sols présentent une ressource non renouvelable et limitée qui devrait servir aussi aux futures générations. Hello, my name is Peter and Bonjour, je m'appelle Peter. Je suis à Stockholm, en Suède, où on est sous la neige. De nos jours, on a rarement de la neige. L'automne dure très longtemps et l'hiver dure quelques jours et non pas quelques mois. Nous avons beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Des nouvelles espèces de plantes et d'animaux invasifs tels que les limaces menacent nos récoltes locales, nos récoltes de légumes et de plantes locales. Bonjour, je suis Jacob. Nous avons une petite ferme, nous essayons de produire autant de fruits et de légumes que possible pour minimiser les émissions de CO2 et de ne pas utiliser de pesticides comme il est fait dans les grandes exploitations. Nous vendons le surplus, nous en donnons à nos voisins, nous utilisons le fumier de chevaux et de poules comme engrais. Et nous allons faire venir des canards pour nous affranchir des limaces. Nous encourageons tout le monde à faire pousser des légumes ou des fruits, s'ils le peuvent, dans leur jardin ou sur leur rebord de fenêtre. Merci pour toutes ces vidéos et ces contributions-là. On a bien vu que, comme sur les tables précédentes, la question de l'urgence est quand même assez présente. Cette dame de Casablanca qui nous alerte aussi sur ses préoccupations et celles qu'on partage sur d'autres territoires. Mais je voulais quand même profiter de ce panel assez spécifique, puisqu'il tourne quand même autour d'une thématique centrale dans les questions de l'Anthropocène. C'est aussi celui de l'architecture et je dirais de notre manière de nous organiser de manière plus générale. Qu'est-ce que l'architecture de l'Anthropocène? Quel est comment est-ce qu'on vont évoluer le bâti, notre manière d'habiter aussi, et comment évoluent les pratiques? Je pense que Monsieur Picard, vous avez mis le doigt sur quelque chose par le périurbain, l'étalement urbain. Moi qui viens de Genève, je sais qu'en Suisse, en tout cas, notre stratégie de réserve du sol, c'est quelque chose qui est assez unique et qui, pour le coup, des fois, c'est assez embêtant, mais des fois, c'est aussi un point fort. Adriane, tu pourras peut-être en parler après. C'est quelque chose aussi que tu connais pour le travail que tu as fait sur le territoire du Grand Genève. Et puis, ça me donne l'occasion peut-être de commencer par toi, Andrés. Tu connais aussi le territoire genevois. Tu y es venu il n'y a pas très longtemps. Et puis surtout, pour la manière de nous organiser, je pense que l'expérience madrilène de ces dernières années, en tout cas quelque chose que tu connais très bien, peut être un bon début pour lancer ce débat-là. Est-ce que tu pourrais nous introduire les dynamiques urbaines, autant d'un point de vue sociétal, je dirais, que d'organisation spatiale ?
Il y a toujours un petit délai des fois avec la traduction. Peut-être mettre ton micro. Can you please put your microphone on to respond to the question? Yep. I'm saying that I have prepared something more on. Donc j'ai préparé quelque chose sur un autre sujet en fait, une autre réflexion sur la gestion des déchets. Mais je peux vous parler de Madrid si vous voulez. Ah, tu peux faire les deux. Peut-être commencer par ce que tu avais prévu, puis on peut arriver tout doucement sur Madrid et faire le lien avec les autres panélistes. Donc, je voulais parler. Je travaille pour l'université de Madrid. Je travaille. Donc, je travaille dans le département de sociologie appliquée et nous travaillons sur des problématiques urbaines, l'urbanisme. Je voudrais parler de la problématique de la consommation et ce qui se passe lorsque nous consommons, autour de la question de la justice sociale, des cultures. Dans l'espagnol, le mot comodo veut dire quelque chose d'utile que nous pouvons utiliser. Donc, d'un point de vue... Donc, la relation avec la consommation, quand il s'agit de nos besoins perçus, mais la consommation nous fait renoncer à certaines choses. Cela nous amène du confort, de la facilité, un sens de... Nous échangeons des biens dont nous n'avons pas vraiment besoin, juste pour être plus confortable, pour avoir une meilleure expérience utilisateur. Donc il faut essayer de gérer ce processus. Lorsqu'on pense à l'électronique, tout ce qui fonctionne avec un fil, avec une batterie, une pile, une prise, si on regarde autour de nous, on en voit plusieurs de ces appareils-là. Et tous les ans, les déchets électroniques créent tout un... Ces données vous donnent une bonne idée. Donc les déchets électroniques produits par le monde, produits dans le monde chaque année, produit 4500, l'équivalent de 4500 tours Eiffel en poids. Donc les appareils électroniques ont une durée de vie très courte, que ce soit par défaillance ou parce que nous voulons quelque chose de mieux qui nous rend plus confortables dans nos vies. Donc la plupart de nous croient que nous sommes conscients, des citoyens conscients d'un point de vue environnemental. Généralement, nous amenons nos appareils usagés dans un lieu spécial pour les recycler. Ça peut être un téléphone, un frigo, une télévision, tout ce qui a un câble ou avec une batterie. Peut-être le début d'une nouvelle chaîne de valeur pour créer quelque chose de nouveau. Les terres en Afrique ou en Asie comportent des décharges, par exemple à Accra au Ghana, il y a une décharge qui s'appelle Bloshi et on appelle cette décharge Sodome et Gomorrah. Là, dans cette décharge, il y a des enfants, des adolescents qui vont extraire les métaux qui ont de la valeur dans ce tas de déchets électroniques. Ils utilisent des marteaux pour le faire.
Ils le font en tongs. Donc, ces métaux sont vendus, revendus, fondus pour créer des lingots et sont revendus aux producteurs. Donc, la vie de cette décharge, c'est une des zones les plus... c'est un processus très complexe, mais tout cela est fait pour améliorer l'expérience de la consommation de certaines personnes. Donc une très grande partie des choses que nous consommons en Europe atterrissent à Accra dans cette décharge. Donc c'est très dramatique de voir cette décharge. J'ai visité cette décharge et c'était incroyable. J'ai échangé avec les personnes qui y vivent et je voulais partager cela. Donc je peux parler de n'importe quel autre sujet qui vous intéresse si vous voulez. Merci Andrés. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur Madrid à un moment ou un autre de la conversation et du développement urbain. Peut-être qu'on peut rester quelques instants sur les questions de la géographie de la consommation à l'échelle mondiale et de voir comment ça navigue d'un continent à l'autre et certainement la question des déchets et de ce qu'on consomme. Alors, j'aurais tendance à la ramener à la question urbaine aussi, parce que les villes, on sait qu'elles sont très consommatrices en tout cas de biens, de ressources et qu'elles n'arrivent pas à gérer ni la production de ces ressources, ni la gestion de leurs déchets. Est-ce qu'on a des exemples, par exemple, alors, en Norvège ou au Nigeria, parce que M. Basset vient de nous rejoindre aussi. Je vous invite en tout cas, que ce soit en Norvège, au Nigeria ou même au Maroc, M. Moussani, à pouvoir prendre la parole sur cette thématique-là, et puis on entrera petit à petit sur les questions urbaines, si ça vous convient. Est-ce que un de vous trois, M. Moussanif, M. Basset ou M. Kluman, en Norvège? I can share with you what I have presented. I haven't had the chance to make a video, but I have presented a short theme. Merci. Related to this. Oui, bien sûr. My name is Henning Kloman. I'm an architect from Norway. Je suis Henning Kloma, je suis architecte en Norvège. Merci beaucoup de me donner l'occasion de participer à cet événement. Alors, il y a beaucoup de crises dans ce monde et je me sens tout à fait privilégié de vivre dans mon pays, mais le fait d'être privilégié me renvoie aussi à une certaine honte parce que l'économie norvégienne est basée sur les carburants fossiles et l'émission de CO2 par habitant à un niveau très élevé. Et j'ai toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez pour sauver le climat et pour prôner l'égalité en Norvège et les conséquences sur la planète. Pour atteindre un mode de vie durable, je pense qu'il faudrait procéder à une redistribution et une meilleure gestion au niveau mondial des ressources. Et en termes d'urbanisation également, et il faudrait également communiquer sous forme de dialogue pour éviter tout conflit. Cela nous renvoie également à la tradition, donc une plateforme pour un nouveau développement et une meilleure gestion des déchets serait utile. Et voilà quelque chose qui, professionnellement, de mon point de vue, serait bon. Cette crise affecte les personnes les moins riches de la planète et c'est également les personnes les moins riches de Norvège qui sont les plus affectées. Donc, on voit là ici un point de faiblesse. Ça accentue les inégalités de plus en plus, y compris pendant la pandémie.
et de plus en plus d'inégalités entre les zones urbaines et les zones rurales. Cela mène également à une plus grande fracture entre les classes de la société. Donc, nous avons lancé 2 petits projets pour développer des petits villages en Norvège et je pense que cela va être une goutte d'eau, mais en moins une contribution à améliorer la vie de ces communautés pour créer des choses pour eux, par eux, et dans leur intérêt en termes de ressources, et également une toute petite contribution pour avoir des communautés plus durables et plus solides. Ce type de développement peut lutter la tendance générale à cette croissance exponentielle dans les villes, par exemple, qui, à long terme, n'est absolument pas durable. Et en tout cas, ça ne va pas dans le bon sens, on est bien d'accord. Et c'est également une petite contribution pour lutter contre la tendance où j'en suis. La tendance où les profits économiques vont dans les grandes villes aux dépens des zones rurales. Et il s'agit donc de renvoyer les capitaux qui vont dans les villes vers les zones rurales afin d'avoir une société plus égalitaire. Il faut utiliser moins, mais mieux l'utiliser et procéder à plus de transformation de l'existant et non pas créer des choses nouvelles tout en maintenant nos traditions et que les capitaux aillent du centre vers la périphérie pour favoriser le développement local en maintenant les traditions pour plus d'égalité et en luttant contre les inégalités. Et je crois que cela peut se traduire par des besoins également que nous avons à échelle mondiale. Voilà, merci beaucoup. Peut-être sans transition pour continuer le tour de table de nos différents panélistes. Monsieur Marolz, vous vivez en Slovénie. Vous êtes architecte, photographe plutôt, d'architecture, si je ne me trompe pas. Bonsoir. Voilà, mon français est un peu basique, si je veux continuer en anglais. Merci beaucoup de m'inviter à prendre la parole. C'est très important pour moi de faire partie de votre projet. Alors, tout va à volo, vraiment. Donc, outre ce qui se passe avec l'environnement, c'est fou, j'ai pu m'en rendre compte à quel point dans nos esprits, les choses s'emballent. Par exemple, il y a des responsables politiques en Slovénie, je les déteste, qui sont intolérants, un type en particulier qui est vraiment intolérant. Et ça, c'est le militant qui vous parle. Moi, de temps en temps, je vais manifester. Et je poste sur les réseaux également, chaque fois que j'ai un coup de gueule. Donc, on m'a expliqué ce que fait vraiment ce type alors que les médias ont tendance à le soutenir, ou en tout cas à le présenter sous un bon angle. Donc, on est de plus en plus enfermé dans des petites bulles de pensée et on perd ces liens, cette connexion les uns avec les autres. Et ça nous mène nulle part, tout ça. Alors, je pense que ce qui est très important, c'est ce que nous sommes en train de vivre là, maintenant. C'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, dans un océan de personnes, mais c'est important. C'est une goutte d'eau très importante. Alors, merci beaucoup.
Et je pense que c'est bon finalement. Il y a quelque chose de bon au coronavirus, peut-être à la pandémie, c'est que ça nous permet de peut-être de repenser l'importance d'avoir des ressources locales. Demain, d'où est-ce qu'on va tirer notre nourriture? Et puis, ça nous force peut-être à prendre soin les uns des autres. C'est un peu pour résumer, non? Bon, enfin, en tout cas, moi c'est ce que je pense, et puis c'est ce que j'essaye de faire. Ouais. I might pass the word. Bah, je peux passer la parole maintenant. Merci pour ce témoignage et l'intensité que vous y avez mis, parce que je pense qu'effectivement, c'est aussi un de ces objectifs de notre réunion ce soir. Je reviendrai aussi quand on aura peut-être fini le tour de table, mais pour vous interroger sur ce que ça vous fait d'être ici, d'être présents tous ensemble pour échanger sur cette thématique-là ce soir, de traverser les frontières, d'avoir des points de vue différents, des expériences sans doute qui sont aussi différentes. Avant ça, je voulais aussi dire bonsoir à Monsieur Moussanif. Ilyas, vous êtes au Maroc, oui. Vous êtes architecte. Bonsoir. Effectivement. On se réjouit de pouvoir échanger avec vous. Je vous laisse la parole peut-être pour vous présenter. D'accord, oui, effectivement. Donc, comme vous l'avez dit, donc, je suis Ilyas Moussanif, un architecte fraîchement diplômé il y a à peine 6 mois de l'École nationale d'architecture de Marrakech au Maroc. Donc, j'ai été convié à ce beau rassemblement, à faire partie de ce beau rassemblement par cher Adrien, que je tiens à remercier vivement donc, de m'y avoir invité. Et quand j'ai entendu la thématique de ce manifeste, celle de l'Anthropocène, la première chose qui m'est venue à l'esprit, ce sont mes cours de collège et de lycée de géologie et les différentes aires géologiques et tout ce qui va avec. Et je me suis vite rendu compte de l'insignifiance de notre ère face à tout ce qui s'est passé, à l'histoire du temps, qui peut être assimilé que un grain de sable dans le désert de l'histoire de l'univers. Donc, c'est assez important de souligner ça. Et pour moi, je pense qu'il est important de souligner aussi la transition que nous avons traversée en tant qu'espèce humaine et de passer à subir de plein fouet la nature avec ses différentes variations, avec ses différents phénomènes, à essayer de contrôler, mais en vain, la nature. Et voilà maintenant qu'on en cueillit les conséquences. Et de ce fait, j'aimerais rebondir sur l'idée qu'avait présenté M. Pika. Et quand il élaborait le problème face lequel les villes en Pologne faisaient face, je me suis vite rendu compte qu'il parlait en fait de ma ville aussi, de Marrakech. À Marrakech qui subit aussi cette expansion horizontale très prononcée et quand il décrivait ces problèmes, je me suis très vite trouvé là-dedans et de ce fait, je me suis dit que peut-être j'aimerais apporter quelques éléments aussi venant de mon vécu ici à Marrakech, c'est que le foncier, comme qu'il avait très bien souligné, étant une ressource limitée et qui va se terminer un jour. Et ici au Maroc, surtout à Marrakech, le foncier était un élément d'encouragement, d'investissement. Donc c'était une sorte de réserve que l'État se donnait ou donnait aux investisseurs afin d'encourager l'investissement, de créer de l'emploi. Et cette denrée, bien qu'elle soit limitée, a causé des problèmes majeurs d'urbanisme. Les plans de l'urbanisme ne furent pas respectés, ce qui causa des grosses fractures dans le maillage ou bien dans le tissu urbain de la ville. Et c'est maintenant qu'on se rend compte de la bêtise qu'on avait fait. Et c'est l'idée que j'ai défendue dans mon mémoire de fin d'études d'archi, c'est celle d'essayer de ramener le rural et l'urbain, de le mélanger, non, mais d'essayer de les intégrer afin de penser un nouvel urbanisme où
où on essaie d'estomper cette différence urbain-rural et d'essayer de mener les deux entités à vivre, non pas en lutte l'un contre l'autre, mais plus en harmonie et en complémentarité. Merci. Voilà. Merci Elias. C'est vrai que notre relation au sol, hein, notre relation à la terre et la manière dont on s'organise, cet urbanisme en tout cas qui fait nos vies, c'est quand même un élément assez central. Monsieur Basset, vous vivez au Nigeria. Alors on connaît tous la ville de Lagos, hein, qui a aussi ses problématiques d'étalement. Je ne sais pas si c'est le sujet que vous avez envie d'aborder, mais en tout cas ça me faisait une belle transition pour arriver vers vous. Bonsoir Nimo Basset. Vous nous entendez? Hello, good evening. Yes, I hear you. Bonsoir, oui, bien sûr, je vous entends. Pouvoir aussi dialoguer avec Can vous. you hear me? Oui, on vous entend bien. Je vous laisse la parole pour vous présenter, monsieur. All right. Très bien. Désolé, est-ce que vous m'entendez bien? Mon Internet est un peu instable. On vous entend bien, oui. On ne vous voit plus, mais on vous entend. Thank you. Très bien, très bien. Okay, thank you. Très bien. Bon, le fait de ne pas avoir de vidéo me permet d'être plus stable avec ma connexion. Alors, je suis heureux de participer à cette réunion tardive. Voilà, ce sont des questions effectivement que nous avons déjà abordées. Aujourd'hui, c'est une journée très particulière pour moi parce que ça fait 13 ans que l'on lutte pour les pêcheurs et les fermiers, et le tribunal a jugé une affaire qui remonte à 13 ans et il a été décidé qu'une compensation devrait être payée à ces agriculteurs pour les dommages qui ont été infligés à l'environnement. Et cela me rappelle toutes les difficultés de faire en sorte que les politiques, les spéculateurs, les sociétés privées comprennent leurs responsabilités puisqu'elles nous forcent à dépendre de la consommation, qu'elles essayent de nous vendre une énergie à bas prix, le coût des carburants fossiles également, les ressources qui sont détruites. Qui plus est, je vois aussi le défi, la trajectoire que le développement de l'humanité et du progrès nous force à suivre. Les nouvelles technologies avancent tellement rapidement qu'elles nous empêchent tout contrôle, toute réglementation. Et certaines de ces technologies menacent l'environnement, alors que ces technologies nous sont présentées comme étant des technologies qui peuvent nous aider à protéger l'environnement. Donc il y a une connexion très complexe entre les espèces dans l'environnement pour vivre, et nous sommes une des espèces qui vit dans cet environnement. Donc, en fin de compte, où qu'on se trouve, toutes les espèces sont interdépendantes. Mais imaginez qu'on peut prendre certaines espèces et causer leur extinction parce qu'on fait une sélection génétique, des modifications génétiques, c'est fou. On veut le faire, mais pourquoi le faire? Ça sert à quoi? À quoi sert la technologie? Pourquoi utiliser la technologie? Tout simplement parce qu'on est capable de la développer. Par exemple, l'arme nucléaire. Certains pays ont des bombes,
Alors, mais on sent bien que les pays n'ont pas envie d'utiliser leur arme nucléaire. Alors, à quoi bon les produire? Donc, pourquoi ne pas vivre d'une manière qui rendrait la vie possible pour toutes les espèces et ne pas penser seulement aux êtres humains, à certaines communautés, à certains territoires, inclure toutes les espèces, inclure tout le monde, et non pas avec l'échéance électorale qui peut être de 4 ans par exemple, et tous les 4 ans on se repose les questions. Non, non, à long terme. Dans ma langue, on parle d'Etuwem, on parle de bonne vie dans ma langue. Et ça montre le pouvoir que vous avez. Ce n'est pas une question de capital, ce n'est pas une question de pouvoir. Ce qui est important, c'est la connexion qu'on peut avoir avec les autres, avec ses voisins, avec les étrangers. Il n'est pas question de compétition. La compétition, franchement, mène à la destruction, tout simplement, il ne faut pas se leurrer. Il faut être dans la nature, collaborer avec la nature. Nous parlons des dépotoirs à Lagos, à Accra, et on voit tous ces équipements électroniques qui sont envoyés en Afrique. Et les gens achètent ces équipements, puis les jettent, et nous les récupérons, et ça fait des déchets. Donc pour moi, l'avenir, ce serait moins de consommation, plus de soutien aux paysans, aux villages, parce que les villageois, il faut quand même le savoir, avec seulement 30% des ressources, produisent 70% de l'alimentation, alors que les multinationales font le contraire, elles utilisent 70% et elles ne produisent que 30%. Donc solidarité, coopération, moins de guerre, moins de concurrence, moins de compétition. En particulier, la manière dont le monde lutte pour trouver de l'argent pour lutter contre le changement climatique à Copenhague, et on parle de prêts, etc. Mais tout ça, ça génère de la dette. Et l'industrie qui utilise des carburants fossiles n'arrête pas d'investir dans des nouveaux projets en Namibie et dans des zones protégées par l'UNESCO. Et les pays riches dépensent aussi beaucoup d'argent pour la guerre, alors que cet argent pourrait être utilisé pour de la solidarité, pour de la résilience. Il faut vraiment changer de direction. Bon, on est content, je pense, de partager cette belle journée avec vous. Moi, je suis très content aussi d'être connecté avec vous, hein, pour tout ça, avec vous, Monsieur Basset, mais aussi avec les autres panélistes. C'était aussi l'occasion de peut-être continuer dans cette dynamique-là. Après, je te donnerai aussi la parole, Adrian. Je sais que tu as des choses à amener aussi dans cette session-là. Mais peut-être juste pour profiter de ça avant, pour profiter de cet engagement, puis de cette relation à la bonne vie que vous avez fait, et puis de ce mélange qu'on a entre la recherche de la bonne vie, d'essayer de savoir, philosophiquement parlant, hein, vers où se diriger, mais en même temps, mener des combats. Hein, vous en avez mené beaucoup, hein, Monsieur Basset, dans toute l'Afrique. Vous continuez à en mener. Mais mener des combats, c'est pas rien. C'est aussi être connecté aux autres. Et puis, je voulais peut-être vous sortir un peu de, je ne sais pas si c'est de votre zone de confort, mais en tout cas de votre zone d'expertise, mais de vous interroger tous sur la question de qu'est-ce que ça vous fait d'être là, de parler avec des gens qui sont du monde entier. Vous le faites aussi dans d'autres contextes, hein, mais là, d'être réunis pour un manifeste mondial de l'Anthropocène, Anthropocène, pardon, pas de l'Anthropocène. Quel est l'aspect un peu que vous avez envie de vous dire entre vous aussi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait commencer sur ça? J'aimerais bien prendre la parole sur ce point, si vous permettez. Bien sûr, allez-y. Oui, je me suis rendu compte que c'est assez surprenant de réaliser qu'au final, nous faisons tous face au même problème. J'ai eu du mal avant cette occasion de me rendre compte vivement que nous faisons tous en fait face au même problème, et je pense que c'est déjà un bon début
Parce que si on se dit que nous avons un problème commun, on saura mieux le gérer. Et je pense que c'est déjà parfait comme début, je trouve. Quelqu'un d'autre aurait envie de réagir aussi? Yannès, peut-être? Sinon, je te donne la parole volontiers, Adrian. Je sais que tu avais d'autres éléments aussi à apporter. Ça t'irait de pouvoir enchaîner maintenant? Oui. Merci. Je voudrais commenter certains éléments. C'est vraiment très intéressant cette notion que Nimo apporte de good life. Non, ça me paraît très intéressant parce que à l'école urbaine, nous croyons que, en fait, d'une certaine manière, nous avons entrepris l'idée de que nous construisons la réalité. Nous construisons la réalité. Nous pensons que c'est en projetant, en prospectant, en imaginant de manière horizontale et interculturelle, ainsi comme citoyenne, un monde où un être en groupe, digne d'être vécu, pour pouvoir nous réapproprier d'un certain horizon, un horizon de bonne vie, de cette good life que Nimo nous disait. Alors pendant la journée, aujourd'hui, le mot nature est constamment reapparu. On entend des questions de s'approcher à la nature, revenir à la nature, mais nous sommes nature d'une certaine manière, non? Nous appartenons. Je pense que c'est cette idée d'appartenance d'une certaine manière à récupérer, à empathiser. Peut-être une éthique de la terre, une éthique des villes, une santé de l'habité sont peut-être nécessaires. Il s'agit donc d'aborder ou d'associer le social à l'écologie, je pense, d'assurer les droits et les libertés de tous les peuples, du sud au nord, du nord au sud. Et ceci veut dire peut-être non seulement la notion de protéger la nature, peut-être l'introduire dans nos contextes urbanisés, et alors ça viendrait nous parler de la question de la réparation, la restauration, la réparation des processus écologiques et des valeurs écologiques, et à la fois dans les contextes naturels, mais pourquoi pas urbains. Alors, je pense que cette crise sanitaire que l'on a vécue, parfois, nous éprouve la vulnérabilité de l'humain envers les éléments de pathogènes, mais peut-être des nouveaux commons, bien communs, urbains, transcendantaux, sont à revoir, je pense, et dans cette ère anthropocène que nous entreprenons. Peut-être on doit renoncer le droit à l'air, le droit à l'eau, à l'habitat, à la santé, à l'alimentation, à l'éducation, c'est-à-dire des conditions de vie, aujourd'hui, l'hypertoxicité environnementale, le style de vie, l'aliénation, les inégalités, la logique extractive à la fois des ressources, mais aussi de nos âmes, de nos êtres, nous endommage et endommage nos milieux de vie. Alors, cette idée aujourd'hui qu'avec cette situation si troublant que l'on vit, que nous serions en fait l'humain, le vrai virus de la planète, est un peu simpliste, je pense, et à la fois ambivalente, et voire un peu dangereuse, parce que nous avons fait du mal à la planète, oui, mais, et à nos proches, et à nos égaux. Mais peut-être c'est à partir de cette prise de conscience profonde, cette notion d'empathie, d'appartenance, d'écodépendance, notion que les peuples autochtones, cette nature à laquelle nous appartenons, nous rappelle constamment. Et nous avons la chance de pouvoir collaborer avec eux et pour pouvoir, d'une certaine manière, nous réapproprier d'un horizon d'espoir, de vie, de célébrer la vie. Alors, je voulais faire deux questions pour problématiser les thématiques. Un monde en croissance, une urbanité en croissance. Et on met en cause le urban spread, la croissance, mais alors que fait-on? Qu'est-ce qu'on fait? On fait une ville hyperdense, soudain on se retrouve dans les contextes de pandémiques,
la ville hyperdense ne semble pas désirable et soudain la notion de densité ou hyperdensité devient questionnée. Alors, peut-on construire dans un monde de croissance démographique? Peut-on réparer et à la fois construire? Peut-on intégrer la notion de réparation dans la constitution de nos contextes urbains? Ce serait une première question lancée comme ça. Est-ce qu'un de nos invités aimerait pouvoir se positionner, amener quelques notions par rapport à cette question qu'Adrian vous adresse aussi? Je crois que M. Picard, vous allez aborder... Thank you, Adrian. Really, merci, Adrian. Really a lot of interesting points. Ce sont des points très intéressants et merci pour l'invitation également. Comme Adrien dit, nous sommes la nature. Et cela nous donne également ça nous permet de collaborer de manière internationale parce que nous dépendons tous les uns des autres. Et avec ces villes ultra denses qui ne sont pas forcément désirables. Et cette crise nous a montré que cela ne fonctionne pas forcément très bien. Même s'il y a certains bénéfices, certaines bonnes choses en termes de transport efficace et efficient. Il faudrait renforcer l'idée d'avoir des zones moins organisées, avec des conditions dans les zones les moins denses, où on pourrait faire du réaménagement de territoire qui n'est pas basé sur la croissance, mais sur la décroissance, comme l'évoquait Andrés tout à l'heure. Cela peut nous donner un meilleur équilibre d'un point de vue des systèmes économiques, qui ne devrait pas uniquement être focalisé sur une croissance constante dans les centres-villes. M. Picard, vous voulez réagir aussi sur ces questions-là? Mr. Picard, would you like to react? En fait, il y avait autant de différents sujets propos. Donc, je dirais tout d'abord, je suis également tout à fait heureux en fait de pouvoir participer dans cet échange. Je le vis depuis quelques mois, étant chercheur invité à Lyon et travaillant sur les lieux d'innovation, en fait, des lieux où on expérimente avec la ville, où les habitants en fait expérimentent, cherchent de nouvelles solutions, notamment dans le domaine de l'habitat. Donc, je crois beaucoup que la réponse à cette problématique de l'anthropocène, en fait, elle peut venir en fait d'en bas, pas forcément des institutions, pas forcément du politique, mais voilà, des personnes d'en bas, des habitants, d'engagés qui jouent avec les règles de jeu, qui sortent du cadre et qui expérimentent. Voilà. Donc, je me trouve aujourd'hui, ce soir, comme dans un des lieux d'innovation que je suis en train d'étudier, de creuser ici en France, à Lyon, notamment à Saint-Étienne, puisque c'est mon projet de recherche. Et par rapport à la question de ville dense, bien évidemment que la densité ne garantit pas de confort de vie. Mais je pense que l'idée, c'est vraiment de mesurer les nouvelles fonciers, plutôt essayer de réutiliser, plutôt de récupérer, ou même d'inventer de nouvelles modes d'utilisation des espaces qui sont utilisés de manière très exhaustive, c'est-à-dire pas extensive, c'est-à-dire que je parle à des usages hybrides, des usages de lieux publics qui finalement restent fermés pendant une bonne partie de la journée, des écoles souvent les après-midi ou des bâtiments publics. Donc, mais à la fois, vous avez tout à fait raison. Moi, je pense que cette pandémie a bien montré la pertinence de cette idée de ville de 15 minutes, c'est-à-dire que chaque habitant devrait avoir accès
un espace vert de 15 minutes à pied, notamment le lockdown en France et le périmètre d'1 kilomètre l'avait bien prouvé. Moi, j'avais pas de la chance puisque le parc il était un peu plus loin que ce périmètre d'1 kilomètre. Et puis, je voulais aussi mentionner une autre chose, que quand on parle de la sururbanisation aujourd'hui, il faut savoir que ce phénomène change aussi l'image, le visage en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et souvent, ce terrain périurbain, ce sont plus juste les dortoirs. Elles se développent comme des centres secondaires. Et donc, moi, je pense aussi qu'on ne peut pas revenir en arrière, il faut en profiter aussi. Et peut-être ce centre secondaire, qui ne sont plus seulement des dortoirs, mais qui attirent aussi des investissements, qui attirent aussi des équipements, peuvent aussi soulager un petit peu le centre-ville, le centre des grandes métropoles, ce qui également nous évitera à se déplacer, mais ils peuvent constituer aussi des entités indépendantes. Alors, effectivement, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut faire différemment. Alors moi, quand j'ai entendu expérimentation, participation et changement de l'organisation spatiale ou même des politiques publiques, ça me ramène encore une fois vers toi, Andrés, et la ville de Madrid. La ville de Madrid qui, peut-être, en tout cas, peut nous éclairer sur certains aspects, puisque au sortir de la crise de 2008, la crise financière de 2008, elle a vécu beaucoup de changements, beaucoup d'expérimentation, beaucoup de participation, beaucoup de nouvelles manières de faire la ville en fait. Et ce qui a amené ensuite vers de nouveaux types de politiques publiques, et notamment une autour du care, du cuidado, comme vous l'avez appelé là-bas, et qui peut-être est aussi en tout cas quelque chose sur lequel on peut s'inspirer, même quand on parle d'anthropocène. Et puis parce qu'il nous reste très peu de minutes et que je te laisserai conclure, Andrés, sur ces derniers instants, parce qu'en fait, dans 3 minutes, on va laisser la place à d'autres territoires. Tout s'enchaîne très vite, mais le monde tourne aussi assez vite. Donc, comme on essaye de suivre les fuseaux horaires, on doit un peu s'adapter. Donc, je te laisse conclure, Andrés, et je vous remercie tous ensemble. Je le referai au dernier moment, mais Andrés, peut-être un petit mot sur la ville de Madrid. Yes, and I'm very glad that you're there. I just want to ouais. Je voulais dire 2 choses. Nous vivons une période très intéressante. Nous avons vécu une période très intéressante. Vous nous avez invités en tant que l'Institut à Madrid. C'est un moment très dramatique. Avec un nouveau gouvernement, une nouvelle coalition pour gérer la municipalité avec des projets, des nouveaux concepts, des prototypes, des nouveaux outils politiques. Aujourd'hui, nous avons une coalition de droite, de centriste, de gauche, donc très disparate. Donc, il est intéressant de parler de la notion de l'environnement et comment la politique s'articule avec l'organisation globale d'une ville. Et d'un autre côté, on peut peut-être réfléchir sur le fait, pour conclure, que nous soyons dans un environnement très complexe dans les villes où nous avons toutes ces nouvelles choses qui arrivent. Et certaines d'entre elles sont apparemment très durables et ce sont des très bonnes solutions, par exemple dans le transport. Et ensuite, nous avons gratté à la surface et nous avons trouvé que c'est des plateformes capitalistes. Cela mène à des pressions sur l'environnement. Nous avons commencé à réfléchir sur les différentes trottinettes et vélos électriques que nous trouvons dans toutes les villes en Europe. Nous n'avons pas eu de réglementation particulière là-dessus et la société qui gérait tout ça a juste amené 3000 trottinettes dans la ville de Madrid, donc avec beaucoup de conséquences. Elles polluent, ces trottinettes polluent, et il faut les recharger, génèrent beaucoup de valeur ajoutée en termes
en termes de travail, parce qu'il faut du personnel pour aller gérer ces trottinettes, les recharger. Les trottinettes se brisent, sont endommagées et ne durent pas très longtemps. Les trottinettes sont utilisées pour des voyages d'un kilomètre, 1,5 kilomètres. Et il y a des détails sur les trottinettes qui ne sont pas aussi cool qu'on ne pourrait le croire. Désolé de devoir te couper comme ça. Je remercie tout le monde. On va devoir rendre l'antenne pour accueillir ces nouveaux territoires. Ilias, Andrés, Yannès, Henning, Robert, Nimo, merci de votre participation. J'espère que cette frustration vous amènera à continuer à participer. Merci Adrian, merci Laurence. Et on continue sur un autre territoire.